Mesdames et messieurs, bonjour. Yorana Manava Tefarerera. L'Université de la Polynésie française est très heureuse de vous accueillir pour la rentrée solennelle de l'année universitaire 2025-2026. Je vous demande d'accueillir chaleureusement la gouvernance de notre université. Professeur Jean-Paul Pastorel, président de l'Université de la Polynésie française. Professeur Gaëtan Bisson, vice-président du conseil d'administration. Professeur Rodika Alinkai, vice-président de la communication recherche. Dr Gerbert Buissou, vice-président de la formation et de la vie universitaire. Dr Sébastien Chabrier, vice-président numérique et système d'information. Dr Miros Paya, vice-président dialogue, sciences, culture et société. Dr Marina Desmois-Schneider, vice-présidente vie étudiant. Professeur Patrick Capolsini, vice-président transformation de l'établissement. Professeur Pascal Ortega, vice-président transition environnementale et sociétale. Dr Florent Atem, vice-président affaires européennes. Professeur Damien Mouret, vice-président développement international. Dr Antonio Troianello, vice-président francophonie. Et nous avons l'honneur d'accueillir également Guillaume Moll, professeur des universités en archéologie et directeur du CIRAP, Centre international de recherche archéologique sur la Polynésie française, qui nous présentera tout à l'heure sa leçon inaugurale. Bienvenue à tous et à tous. Je cède à présent la parole aux étudiants de l'association Ta'atira Ihi Ahiroa pour un Orero. Veuillez accueillir Ra'i Teimana en L2 Réo. Ina ora peite tai pro ko nei feimua. Vai no te feimua ari taravo nui ari ore mai te o ai te no atu vei o Yorana mana vai mai wa huatini to tato whariri ai te ni aru. Te mau te awha atere o te ine whenua. Te mau te awha atere o te hapi a. Mai vai a o tō. Te mau piahi i tainu mai te ine mana. No tō o tō hei manuia a. A whari mai. Te hei noa noa o te here te aroha. Noro to mei a mātou. Te e Ta'atira. Te nuna mā ohi. I tairuru mai atu ai te ine mana. E nā tū te aruha. O ia mau, e mhana whaatahia te ie. No tātou, no mātou, no o tō. Au e hoi te aruha. Au e, a wharona te tai o te ie vivo. Te tāhiri no ara te matei no ano o te here te aruha. Ini e hoi a tātou pōro. O ia mau, te hinaro ni iau e whaatea atu i te tapo ha maururu. I roto i a tātou pauro a tātei tei. No te mea, te tiaturi papu ne iau. E manuia te reira taurua. Mai te pētātoi ni he protera. E manuia. Ai te toa hoi whaarhei tau prou. Ma te whaawhariu no i a tātoi ni ei hoi te tei por ei. Por ei te hai te rotoro e te papau tō a au. O ia mau, o mā o hinu i te tunu. Te hui tūpuna te ohi. E tātou te uihau. Te hotu o te i whenua. No reira, tātou paurei aunui mai. Ātu. Ātu. E ia hai a mate. Yaura.
Je laisse à présent la parole au professeur Jean-Paul Pastorel, président de l'Université de la Polynésie française. Yorana et Manavatato Ituparerera, Monsieur le Haut-Commissaire de la République, Madame la députée, chère Nicole, Mesdames et Messieurs les ministres, chère Vanina, chère Roni, Madame la première adjointe au maire de Punaouia, chère Cathy, Mesdames et Messieurs les représentants de l'Assemblée de la Polynésie française, Madame la première présidente de la Cour d'appel, Madame la substitut générale de la Cour d'appel, Monsieur le président de la Chambre territoriale des comptes, cher Jean-Luc, Monsieur le directeur des finances publiques, cher Franck, Monsieur le vice-recteur, cher Thierry, Monsieur le colonel du commandement de la gendarmerie en Polynésie française, Monsieur le directeur de l'IEOM, Mesdames et Messieurs les chefs de service, Monsieur le consul du Liban, cher Joseph, chers partenaires, chers collègues, chers amis, chers étudiants, Mesdames et Messieurs. C'est avec beaucoup d'émotion et une grande fierté que je vous retrouve aujourd'hui pour ce temps important dans le paysage des traditions universitaires et académiques, la rentrée solennelle, et que j'ouvre avec vous cette nouvelle année 2025-2026 en tant que nouveau président de l'Université de la Polynésie française. Vous le savez, une nouvelle gouvernance s'est mise en place en mars 2025. Aux côtés d'une équipe engagée, j'aborde ce mandat avec détermination pour poursuivre le travail qui a été initié sous la précédente mandature et porter les nouveaux projets qui feront rayonner notre université. À cet instant, je voudrais commencer par rendre hommage à notre ancien président, Patrick Capolsini, auprès de qui j'ai exercé les fonctions de vice-président et surtout appris beaucoup. Je le remercie non seulement pour le travail accompli et les réalisations dont on peut tous être fiers, mais aussi pour avoir accepté de porter avec humilité mais beaucoup d'enthousiasme le projet Narwa de transformation de notre établissement, projet qui se décline sur 8 ans, autant dire que c'est un projet structurant. J'en profite aussi pour remercier tous nos collègues, tous nos personnels, tous les services supports sans lesquels rien ne se ferait. Et ici encore, l'évolution de nos services et des outils de pilotage est exigeante, souvent disruptive. Elle bouleverse les modèles établis et peut impacter les repères, voire générer des impatiences, mais elle permet au bout du compte de s'adapter aux transformations plutôt que de les subir et de répondre demain aux besoins de nos étudiants qui sont au cœur de nos préoccupations et des missions fondamentales de l'université. Je tiens en outre à remercier particulièrement nos étudiantes et étudiants de l'association REO qui font quotidiennement rayonner notre université sur le plan culturel et nous offrent aujourd'hui la décoration de notre amphithéâtre pour cette rentrée. Maruru Roavau. Après mon intervention, nous aurons le plaisir d'écouter une leçon inaugurale de notre collègue Guillaume Moll, professeur d'archéologie, qui a repris à la suite du professeur Éric Comte, notre ancien président, que je salue, la direction du CIRAP. Voici un bel exemple de plateforme collaborative qui regroupe à peu près tout ce que compte la recherche en archéologie de l'Océanie. Nous l'écouterons avec le plus grand intérêt. Nous honorerons aussi nos majors de licence et de master qui le méritent bien, mais nous verrons cela plus tard. La rentrée solennelle, vous le savez, est l'occasion de passer en revue les sujets qui vont encore nous mobiliser au cours de l'année. À ce moment de l'histoire de notre université, près de 40 ans après l'ouverture de ce qui était encore l'Université française du Pacifique, commune à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie,
Et un quart de siècle après la création de notre Université de la Polynésie française, je dirais qu'elle prend une importance toute particulière alors qu'une nouvelle gouvernance se met en place. J'ai souhaité que cette rentrée solennelle soit l'occasion de partager avec vous quelques réflexions qui me semblent être fondamentales. La rentrée solennelle, c'est d'abord le moment de réaffirmer notre attachement aux missions et aux valeurs dont sont porteuses toutes les universités. Une université humaniste et inclusive, attractive et exigeante, juste et respectueuse, associant ses stratégies de développement durable à celles de son territoire, de l'échelle locale aux enjeux universels. Forte de ses valeurs cardinales et structurantes, l'université pourra jouer pleinement son rôle de service public en engageant une recherche ambitieuse et adaptée aux besoins de la Polynésie française et dont la valorisation doit servir à innover et à dynamiser l'écosystème. En répondant aux enjeux de formation supérieure des jeunes et de tous ceux qui, tout au long de la vie, cherchent à se former, en participant au rayonnement de la Polynésie, de la France et de la francophonie dans le Pacifique. D'abord, la recherche. La recherche est le moteur de l'innovation, de la compétitivité et de l'amélioration de la qualité de vie de nos concitoyens. Depuis 2019, l'Université de la Polynésie française s'est engagée dans la mise en place d'une organisation territoriale coordonnée autour d'un projet partagé, défini d'un commun accord avec l'État et le pays, mobilisant tous les organismes de recherche partenaires nationaux et locaux, voire internationaux, comme l'Université de Berkeley. Le consortium Resipol offre ainsi à la recherche en Polynésie une visibilité sans égale et ses réussites sont incontestables. Création d'un groupement d'intérêt scientifique Polyrène avec l'accès Internet haut débit, mutualisé en partenariat avec le GIP Renater, qui est l'acteur métropolitain de référence pour les infrastructures du numérique de la communauté enseignement-recherche. Nous négocions avec Renater le renouvellement de ce partenariat en essayant d'optimiser notre haut débit. Et ça, c'est un vrai challenge. Resipol, c'est aussi le coportage de projets structurants comme le projet Narwa de transformation du campus. C'est un projet qui se décline sur 8 ans, à la fois financé par l'État, par l'université, soutenu par le pays, par les organismes nationaux de recherche et tous les partenaires, ils sont nombreux, qui se sont engagés dans cette voie pour une université plus inclusive, plus enracinée dans les territoires et ouverte à l'international. Merci à nos partenaires, y compris nos partenaires internationaux, qui seront conviés fin novembre à une biennale, que ce soit des partenaires australiens, néo-zélandais ou hawaïens. On aura ainsi l'occasion de retrouver ces partenaires pour signer un accord cadre global qui enracine notre université dans son écosystème régional du Pacifique. Et je tiens à remercier toutes nos équipes, bien sûr l'équipe Narwa, mais aussi tous les collègues des services supports qui contribuent à la réussite de cette ambition. Resipol, c'est encore le projet Naïti, statut étudiant-entrepreneur, Paul Pépite, valorisation de la recherche grâce à un partenariat avec la SAT de Montpellier, et Polynove, dont on a célébré récemment la 3e promotion de jeunes pousses, de futures start-up qui vont bénéficier, comme les 2 précédentes promotions, d'un accompagnement particulièrement efficace. À ce propos, j'en profite pour remercier à nouveau l'État et ses services qui ont soutenu ce projet, nos équipes qui, en interne, ont fait la démonstration que ce dispositif était viable et efficace, mais aussi Monsieur le ministre de l'Économie de la Polynésie qui a annoncé il y a quelques jours le principe de la continuation de ce dispositif
l'université n'ayant pas vocation à servir d'incubateur aux start-up. Mais à travers cet exemple, on voit que le partenariat État, pays, université a particulièrement bien fonctionné. Il reste à le pérenniser. Enfin, j'évoquerai le projet Narama, qui signifie en Réo-Tahiti par, avec, pour la lumière, pour la connaissance. Projet de diffusion de l'information scientifique et culturelle vers la société tout entière et qui va permettre de mieux structurer et de renforcer le dialogue science, culture et société avec l'ensemble des acteurs concernés sur le territoire polynésien, et je me réjouis de voir que l'université va porter, ici encore, avec le concours de l'État et du pays, la prochaine fête de la science à partir du mois d'octobre, avec pour thème les intelligences, toutes les formes d'intelligence, du comportement des cellules aux capacités étonnantes des plantes, des prouesses cognitives des animaux à l'émergence de l'intelligence artificielle. Merci à notre vice-présidente Miroz Paya pour s'impliquer dans la réussite de ce beau projet avec tous nos partenaires, y compris le monde associatif, passionné pour faire dialoguer les savoirs empiriques polynésiens et les découvertes scientifiques contemporaines. On le voit à travers le consortium Récipol, l'enjeu est de renforcer les synergies autour de réalisations communes en mutualisant les moyens et les ressources et en déployant une stratégie de recherche de sites autour de thématiques pertinentes. Et nous avons des atouts. La signature avec le CNRS l'an dernier d'un accord cadre qui permet notamment à travers notre Maison des sciences de l'homme du Pacifique d'accueillir des chercheurs de l'Hexagone sur de longues périodes qui viennent renforcer nos équipes et s'impliquer dans des travaux de recherche. Rappelons que la MSH du Pacifique a vocation à s'étendre à la Nouvelle-Calédonie et au-delà au Pacifique. L'arrivée il y a quelques jours du conseiller outre-mer du CNRS permet d'évoquer plusieurs autres dossiers importants, comme le développement de l'Observatoire de géodésie et de géophysique de Polynésie, avec des instruments spatiaux et terrestres de dernière génération qui impliquent le CNES et la NASA, avec un enjeu de 8 millions d'euros et un partenariat structurant avec l'Observatoire Midi-Pyrénées. Reste à identifier le site digne d'accueillir ces instruments. Si ces projets évoluent, les retombées en termes d'attractivité pour la Polynésie et de formation sont particulièrement prometteuses. Autre atout, une politique immobilière ambitieuse qui a permis, notamment avec la construction du pôle recherche, mais aussi grâce à nos partenariats avec les organismes de recherche présents sur le territoire, de bénéficier de laboratoires et d'espaces de travail optimisés. Enfin, une politique de recherche volontariste, c'est aussi un service de la recherche qui se renforce et qui se structure. Il faut évidemment trouver le bon modèle de financement, nous nous y employons, mais je m'étais engagé à ce que nos équipes de recherche puissent être accompagnées dans leurs projets, puissent répondre aux appels à projets en Polynésie, mais aussi d'appels à projets nationaux et européens. C'est la clé du développement de notre recherche en Polynésie, dans le Pacifique et au-delà. Si j'ai commencé par la mission recherche de l'université, c'est parce que l'enseignement est le dépositaire et le véhicule naturel de la recherche. Mais nos équipes sont mobilisées, personnel enseignant et personnel administratif, pour offrir à nos étudiants une offre de formation adaptée aux besoins du territoire. Ici encore, le partenariat université, État, pays, société est indispensable. C'est dans cet esprit que nous avons ouvert dès l'an dernier, dans le cadre de notre projet Narwa, des licences transdisciplinaires à pédagogie innovante sur les sciences pour l'ingénieur ou sur les grandes transitions, avec pour cette dernière formation une réflexion en cours
afin d'y ajouter un parcours métier de la mer. Nous travaillons aussi avec notre vice-recteur, cher Thierry, qui est un soutien proactif de l'université et que je remercie pour son engagement, ainsi que toute l'équipe de l'ASPE, dont je salue le directeur, cher Jean Chaumine, à la mise en œuvre de la nouvelle licence de professorat des écoles, au terme de laquelle les étudiants pourront accéder directement aux épreuves d'admission du concours de l'enseignement du premier degré et intégrer en tant qu'élève fonctionnaire 2 années de formation dans le cadre d'un master. C'est une réforme nationale à laquelle nous aurions pu échapper par dérogation, mais nous avons fait le choix d'offrir cette opportunité à nos étudiants. C'est un gros challenge et je remercie chaleureusement tous nos partenaires, notamment le ministère de l'Éducation de la Polynésie française, de nous accompagner pour réussir ce pari. Notre université a aussi voté ce mardi le principe de la demande d'accréditation d'un institut d'administration des entreprises, d'un IAE, une école de management, qui doit permettre d'offrir des formations de haut niveau avec la marque IAE à destination des cadres du privé, chefs d'entreprise, ou d'utiliser les ressorts de l'apprentissage en lien avec le CEFI et de promouvoir la formation continue tout au long de la vie pour porter haut les valeurs du service public. Le meilleur exemple est sans doute notre master comptabilité contrôle audit, en partenariat avec le CEFI et avec l'Ordre des experts comptables, qui accueille cette année 35 étudiants dans une spécialité du chiffre, porteuse d'emploi et de structuration pour l'écosystème. Ce projet fait écho à notre volonté de professionnaliser les formations et nous avons déjà intégré dans nos maquettes des modules de pré-professionnalisation et de stage pour mieux préparer les étudiants à la vie professionnelle. Ici encore, l'université doit contribuer le plus largement possible à la construction du pays, d'un territoire équilibré économiquement, socialement et dans la perspective d'une démarche soucieuse des impératifs de développement durable. Je pourrais évoquer bien d'autres projets sur lesquels nos équipes travaillent ou vont travailler. En partenariat avec la Nouvelle-Calédonie, une formation d'études politiques de l'Indo-Pacifique. En partenariat avec le pays, la relance des campus connectés qui devrait faire l'objet d'un nouvel appel à projets de l'État et qui permettent de connecter, grâce notamment aussi au haut débit, les 5 archipels à la formation. La liste est loin d'être exhaustive. Ces projets ne peuvent, vous l'aurez compris, s'inscrire que dans une dynamique partenariale, non seulement pour répondre aux attentes de la Polynésie française, dans une démarche inclusive, mais aussi pour garantir la viabilité de notre offre de formation dans un environnement financier contraint et rendu imprévisible par l'instabilité politique. Ce sont aussi, dans une large mesure, ces incertitudes qui nous conduisent à recentrer nos activités sur notre cœur de métier. J'ai donc engagé avec nos élus étudiants, que je remercie, et leur association représentative, une réflexion relayée auprès des services du Haut-Commissariat et que j'entends poursuivre avec les services du pays et au-delà les parlementaires polynésiens sur l'impérieuse nécessité de créer, alors on pourra l'appeler un crous polynésien ou une maison des étudiants, à l'instar de notre homologue de la Nouvelle-Calédonie, qui ne concernerait pas que notre université, mais tous les étudiants polynésiens impliqués dans des formations de l'enseignement supérieur. La Polynésie est en effet le seul territoire de la République à ne pas disposer de crous, le seul territoire de la République où les étudiants ne disposent pas d'un guichet unique pour les aides sociales. Je sais bien que notre statut territorial est complexe, j'en ai bien conscience. J'en veux pour preuve l'impossibilité d'avoir une carte d'étudiant européenne que nous impose normalement l'agence européenne Erasmus, mais qui n'est pas possible à ce jour, nos étudiants relevant notamment de la CPS.
Je persiste cependant à croire qu'avec de la bonne volonté, l'université en a d'ailleurs et se lance dès le mois de septembre dans un marché d'études pour l'agrandissement de sa résidence étudiante qui consiste à ajouter une trentaine de studios pour nos étudiants. Je persiste donc à croire que nous pouvons travailler ensemble, service du Haut-Commissariat, service du pays, et je salue d'ailleurs la contribution du pays qui construit actuellement plus de 80 logements supplémentaires à destination de nos étudiants. Et nos délégués représentants étudiants qui sont associés à ce projet, qui n'a d'autre ambition que de construire l'inclusivité dans l'enseignement supérieur polynésien. Cette inclusivité pourra, dès la fin de cette année, prendre tout son sens avec l'ouverture de la nouvelle bibliothèque universitaire financée par l'État, par le pays et sur fonds propres, qui va dégager des espaces pour le travail collaboratif avec des salles insonorisées, des salles dédiées aux expositions et un agencement permettant un meilleur accueil du public. J'insiste sur le fait que cette bibliothèque n'est pas réservée à nos personnels. Elle accueille d'ores et déjà de nombreux usagers extérieurs à l'université. C'est la plus grande bibliothèque de la Polynésie et elle est à disposition de toutes les Polynésiennes, de tous les Polynésiens. J'ajoute que pour avoir un campus intégré, inclusif et ouvert, il est indispensable de valoriser le patrimoine et la culture polynésienne. Sous l'ancienne mandature, nous avons beaucoup investi sur la nécessité d'offrir à tous nos étudiants et au-delà les moyens d'apprendre en ligne le Reo Tahiti. Je remercie les collègues de la filière langue polynésienne pour leur investissement. Beaucoup reste cependant à faire, y compris en termes de signature de l'université, dont l'ancrage dans le fénois doit être promu. C'est pourquoi nous essayons de porter le projet de nos étudiants d'une aire culturelle polynésienne et au-delà, de promouvoir les langues et cultures polynésiennes. En matière d'inclusion, je tiens aussi à saluer les efforts de l'État et du pays pour lutter contre les addictions, notamment, mais pas seulement, contre la consommation d'ice. Sachez que l'université prendra sa part à ce combat en y associant nos étudiants et tous nos personnels. J'ai échangé récemment avec Monsieur le procureur général sur cette question et j'ai reçu hier tous les services de la gendarmerie pour organiser les modalités de notre contribution, mais j'en appelle à la jeunesse étudiante pour lutter contre ce fléau. J'aurai encore beaucoup d'autres chantiers à évoquer, et notamment l'ouverture internationale de notre campus. Notre université, j'évoquais tout à l'heure le projet Narwa, a choisi de s'insérer dans son environnement régional et dans son écosystème, en tissant des liens forts avec les universités partenaires de l'Océanie, université de Hawaï à Manoa, universités néo-zélandaises et australiennes, mais aussi en développant la francophonie dans l'Indo-Pacifique, en jouant davantage la carte européenne. Je sais que nous sommes un peu loin de l'Europe, mais l'Europe nous offre aussi des opportunités de partenariat, voire d'alliance. Osons jouer cette carte. Tout au long de mon intervention, j'ai voulu démontrer que pour réussir sa mutation, la Polynésie française a besoin d'une université forte. Pour avoir une université forte, le partenariat État, université, pays est essentiel. Et j'y ajouterai les communes et au-delà les forces vives du monde économique, social et associatif, sans compter, je l'ai dit, nos partenaires internationaux. Nous avons montré toutes ces dernières années notre attachement à ce lien. Nous espérons que cette bonne relation perdure au service de la transformation de notre économie et de la résilience du fénois. Yameitei no atato, Yanui te arofa.
Merci, monsieur, encore pour ce discours. Je vais maintenant appeler le professeur Guillaume Moll qui va nous présenter la leçon inaugurale sur le thème « Une archéologie à la croisée des sciences, enjeux du passé et nouvelles perspectives en Polynésie française ». Monsieur le Président de l'Université, cher Jean-Paul, Monsieur le Haut-Commissaire, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, chers étudiants, c'est avec un très grand plaisir et une toute petite appréhension que j'ai accepté l'invitation de Jean-Paul et que je me plie à cet exercice de la leçon inaugurale. Leçon que j'ai souhaité faire porter, comme il se doit, sur l'état des lieux de ma discipline, l'archéologie, en soulignant les spécificités d'un travail pluridisciplinaire, collaboratif et propre au territoire polynésien. Il s'agira de proposer quelques pistes de réflexion sur l'avenir de l'archéologie en Polynésie française, y compris dans la valorisation d'un patrimoine au cœur de multiples enjeux. Cette leçon s'inscrit en quelque sorte dans une continuité à l'UPF. Elle arrive 18 ans après celle du professeur Éric Comte et la création du CIRAP. Cette même année était fait docteur honoris causa de l'UPF le professeur Ben Finney, anthropologue de l'université de Hawaï, qui, aux côtés des navigateurs Mao Pialung et Nainoa Thompson, inaugurait, avec le premier voyage de la pirogue Okulea en 1975, une nouvelle ère dans les expérimentations maritimes et la reconquête des savoirs traditionnels en matière de navigation. En 2016, c'était au tour de notre éminent collègue, le professeur Patrick Kirch, également de Hawaï, de recevoir ce même titre et de délivrer une leçon solennelle sur la contribution de l'archéologie à l'histoire des Polynésiens. L'an dernier, enfin, c'est notre ami Jacques Vernon qui avait magistralement présenté ce que nos langues polynésiennes nous apprennent sur leurs locuteurs via leur description et leur transmission. Chacun de ces éminents collègues a contribué et continue d'enrichir notre vision du monde océanien et polynésien ancien, des voyages en pirogue, des processus de peuplement humain, mais aussi de l'adaptation dont ont fait preuve les communautés sur ces îles du Grand Océan. Autant d'histoires que l'on reconstitue à l'aide des vestiges matériels que ces hommes et ces femmes ont laissés derrière eux, bien des mots et des traditions orales qui résonnent encore aujourd'hui dans ces langues bien vivantes. Tous sont finalement liés d'une manière ou d'une autre à notre université, témoignant aussi de la place qu'elle tient dans le développement des sciences humaines au niveau régional et international. C'est aussi avec une grande fierté que je me présente devant vous en tant que professeur nommé il y a 1 an à l'UPF, institution où je revenais avec grand plaisir, mais aussi en tant que nouveau directeur du CIRAP à la suite d'Éric. Cette unité de recherche, près de 20 ans après sa création, est devenue une structure incontournable de la recherche archéologique et aura participé activement à son développement sur le territoire par l'implication de ses membres, de ses doctorants et de ses nombreux collaborateurs. En 2022, nous organisions ici même à l'UPF un colloque international, le premier depuis 2001, 4 jours pour dresser un bilan des progrès accomplis, définir de nouvelles directions, tout en accueillant aussi la nouvelle génération de jeunes chercheurs et chercheuses. Et au terme de ces 4 jours, nous ne pouvions que nous satisfaire du chemin parcouru. Et j'aimerais donc partager avec vous aujourd'hui quelques réflexions sur ce bilan et aussi sur ce beau métier. Ce métier qui a toujours et qui continuera sans doute, je l'espère, de faire rêver parce que c'est un travail de terrain, je dirais même en Polynésie un travail tout terrain, où l'on aime se salir les mains et les genoux sous la pluie en plein soleil, moustique ou pas. C'est un travail qui apporte toujours la même satisfaction de découvrir un vestige du passé enfoui dans la terre, aussi insignifiant peut-il sembler de prime abord. Mais en Océanie, l'archéologie, c'est aussi un travail humain, en aucun cas solitaire. Alors qu'en Europe, la découverte d'un site néolithique restera culturellement distante dans un passé lointain, en Polynésie, nous nous efforçons de reconstituer la vie quotidienne des ancêtres directs des gens avec qui nous partageons des moments de vie année après année. Et c'est ainsi que l'archéologie prend tout son sens pour et avec les communautés. Le terrain reste donc au cœur de notre travail. Les inventaires et les fouilles sont des tâches indispensables pour lesquelles les IA n'ont pas encore remplacé nos truelles et nos pinceaux. Les méthodes évoluent cependant, comme pour la prospection, on le verra un peu plus loin. En fouille, elles sont adaptées aux divers questionnements et à ce que l'on cherche à mettre au jour, allant de fouilles en air ouverte à des carottages paléo-environnementaux. Allant de pair avec l'émergence de nouvelles problématiques, nos manières de faire se sont transformées, par exemple avec des tamisages de plus en plus fins et systématiques, nous donnant accès à des assemblages d'une grande richesse que nous trions inlassablement à notre retour au laboratoire, séparant les matériaux les uns des autres à la pince.
Car ce ne sont plus seulement les objets, les artefacts qui sont au centre de notre attention, mais aussi les écofacts, c'est-à-dire ces vestiges non manufacturés, mais qui témoignent néanmoins de la relation, directe ou indirecte, des sociétés anciennes aux environnements dans lesquels elles ont vécu. Ossements et dents d'animaux consommés, otolithes et écailles de poissons, petits gastéropodes, restes d'insectes transportés par les Polynésiens, charbon de bois, macro-restes végétaux ou encore pollen microscopique. Face à une telle abondance de vestiges, notre discipline ne pouvait que s'ouvrir aux autres. Empruntant aux sciences physiques, aux sciences de l'environnement, à la chimie, leurs outils analytiques, l'archéologie s'est diversifiée, spécialisée, complexifiée et surtout enrichie, offrant désormais accès à une compréhension plus fine du passé. Alors il m'est impossible, évidemment, dans les temps impartis aujourd'hui, de couvrir tous ces développements, mais j'ai retenu pour cette leçon 3 thèmes d'études qui vous démontreront malgré tout le potentiel de l'archéologie tel qu'on l'entend au XXIe siècle. Et je commencerai donc avec un thème important, celui du peuplement humain et de la mobilité des Polynésiens. Le peuplement humain de l'Océanie a une très longue histoire, vous le savez. Elle a commencé il y a 65 000 ans avec les premières arrivées d'Homo sapiens, venus d'Asie du Sud-Est, sur le continent Sahul, qui regroupait autrefois, lors de la baisse du niveau marin, les masses continentales de l'Australie, de la Nouvelle-Guinée et de la Tasmanie. Bien plus tard, on assiste plus au nord au premier mouvement de population, locutrice de langue austronésienne, qui, de Taïwan, s'installe entre 3000 et 1200 avant notre ère, dans les îles actuelles des Philippines et d'Indonésie. Ces groupes de navigateurs seront les premiers à s'aventurer par la suite dans ce qu'on appelle l'Océanie lointaine, au-delà des Salomon, toujours plus vers l'est. Ces peuples qu'on appelle Lapita, connus pour leur poterie décorée, sont les premiers à découvrir ces archipels océaniens jusqu'à Samoa, entre 1200 et 900 avant notre ère. 300 ans donc pour explorer près de 4000 km de distance à bord de pirogues à balancier. La question du peuplement de la Polynésie orientale, elle, a fait l'objet également d'un long débat qui finalement a débuté avec les premiers visiteurs occidentaux. Les plus anciens ici dans la salle se souviendront sans doute de Yoshi Sinoto et de son premier scénario de peuplement du Triangle présenté en 1970, et s'appuyant à l'époque sur une poignée de datations et la fouille de quelques sites, finalement limités aux archipels des Marquises et de la Société. Dans les débats, parfois houleux, qui agitèrent la communauté scientifique dans les décennies qui suivirent, des progrès immenses ont été faits, permettant de combler petit à petit ces biais et ces lacunes. L'analyse conduite avec les paléobotanistes offre désormais des identifications taxonomiques, des essences de bois brûlés, une meilleure sélection des échantillons de charbon à dater, ainsi que des calibrations qui leur sont appliquées. Plus récemment, les archéologues ont commencé à utiliser une autre méthode, celle de l'uranium-thorium, pour dater par exemple des limes en corail qui servaient autrefois à façonner des hameçons en nacre, avec une précision de l'ordre de plus ou moins 10 ans. L'intégration de toutes ces données dans des modèles statistiques, eux aussi de plus en plus robustes, fournit donc des clés de reconstruction chronostratigraphique d'une précision jusqu'à présent inégalée. Un consensus émerge donc aujourd'hui, et l'archéologie atteste de peuplements humains sur les îles de Polynésie centrale entre les 11e et 12e siècles de notre ère. Venus probablement de Samoa, ces migrateurs polynésiens, cette fois-ci en pirogue double, explorent rapidement de vastes territoires maritimes. Les îles de la Société, des Marquises et des Gambiers semblent avoir été découvertes en très peu de temps. Très vite, des pirogues se dirigent plus au nord, vers Hawaï, puis à l'est, vers Rapa Nui, l'île de Pâques. Aotearoa, la Nouvelle-Zélande, est quant à elle la dernière terre découverte par les Polynésiens entre 1250 et 1295 de notre ère. Il s'agit ici d'une des plus grandes épopées maritimes de l'histoire de l'humanité. Au milieu de ces migrations, persiste encore la question aujourd'hui d'un contact entre les Polynésiens et des natifs amérindiens d'Amérique du Sud, qui fournit toujours de la matière à des débats pour beaucoup pseudo-scientifiques, engagés et popularisés il y a 80 ans par l'aventurier norvégien Thor Heyerdahl. À bord d'un radeau qui n'avait pas grand-chose de polynésien, si ce n'est une partie de son nom, celui-ci cherchait à démontrer une origine sud-américaine des ancêtres de cette région. Bien que cette idée ait la vie dure, elle a été depuis bien longtemps réfutée. Le scénario désormais établi est bel et bien que ce sont les navigateurs polynésiens qui ont touché les côtes sud-américaines au terme d'une longue exploration des horizons du soleil levant. Malgré des modalités de rencontres culturelles qui nous échappent encore, il est certain qu'ils ont ramené avec eux et introduit sur les îles polynésiennes certaines plantes, dont la fameuse kumara, la patate douce,
qui deviendra un cultivar important des systèmes horticoles traditionnels, mais aussi les gourdes et les calebasses. Nos collègues ont ainsi pu démontrer la présence de la Kumara aux Marquises dès le XIVe siècle par l'identification de traces d'amidon sur le tranchant de grattoirs en coquillage. Alors ces plantes ne sont pas la seule chose qu'ils rapportèrent de leur périple en ces terres lointaines, puisque là-bas ou ici, c'est aussi produit un métissage que portent aujourd'hui encore les Polynésiens dans leur génome, ainsi que l'attestent les plus récents résultats de la génétique. Et la génétique a vraiment provoqué une révolution pour les archéologues, révolution qui s'est mise en marche en 1997, à l'occasion du premier séquençage du génome d'un néandertalien en Europe, qui ouvrait tout d'un coup un champ d'investigation nouveau. Les études de l'ADN ancien allaient rapidement s'étendre aux populations papoues et austronésiennes d'Océanie, amenant ainsi une vision plus complexe des mouvements Lapita et de leurs successeurs dans l'ouest du Pacifique, notamment au Vanuatu. En Polynésie française, une vaste étude archéogénétique a démarré il y a quelques mois et nous apportera bientôt des nouvelles pièces du puzzle grâce à des collaborations éthiques entre les communautés, les institutions du pays et les chercheurs européens. Le séquençage de l'ADN ancien est aussi complémenté par l'analyse de l'ADN microbien contenu dans le tartre dentaire des ancêtres polynésiens et témoigne notamment de processus d'adaptation des populations, ainsi que par l'ADN des espèces dites commensales, c'est-à-dire les plantes et les animaux qui ont accompagné les Polynésiens dans leur voyage. La génétique des populations modernes apporte elle aussi des éclairages nouveaux que Van Maila Okormo de l'ILM, ainsi que le professeur Luis Quintana Murci de l'Institut Pasteur, nous présentait il y a quelques semaines à l'occasion de la restitution du projet Mataea. Au travers de toutes ces études se déploie ainsi la puissance de la science génétique au service d'une compréhension plus fine des phénomènes de migration, de mobilité, d'adaptation, mais aussi des pathologies dont ont souffert ces populations autrefois. La génétique est la dernière science en date à s'associer à l'archéologie, qui depuis longtemps déjà s'appuie aussi sur la linguistique historique. L'étude scientifique des langues austronésiennes, lancée dans les années 1930, n'a cessé de croître jusqu'aux travaux les plus récents de nos collègues, parmi lesquels Robert Blust, Andrew Paulet, Darrell Tryon, Mary Walworth et bien entendu Jacques, qui nous en faisait un brillant exposé ici même l'an dernier. L'étude phylogénétique de ces langues permet de retracer leur histoire, leurs liens, mais aussi leur différenciation. Ces travaux nous révèlent ainsi que des langues polynésiennes sont parlées par des locuteurs situés en dehors du dit triangle polynésien. En effet, entre 1100 et 1500 de notre ère, des groupes polynésiens, originaires eux aussi de Polynésie occidentale, décident non pas de partir vers l'est comme les autres, mais de retourner vers l'ouest et de s'installer sur des îles déjà peuplées de longue date. Là encore, les rencontres culturelles se sont faites sous diverses modalités qui sont encore mal connues, mais pour ces communautés établies en Mélanésie et en Micronésie, les liens linguistiques et culturels existent bien. Sur ces 18 outliers documentés, on parle des langues polynésiennes, on partage une même culture matérielle et des systèmes socio-religieux. Certaines de ces îles font aujourd'hui l'objet d'études bien plus poussées et nous montrent en réalité que l'histoire polynésienne s'est étendue bien plus loin que ce que l'on croyait. Vous le voyez, on ne travaille donc jamais seul. C'est bien une approche holistique, pluridisciplinaire, qui est nécessaire pour retracer cette incroyable aventure humaine. Au-delà du peuplement des îles, à proprement parler, on a souvent tendance à croire que les Polynésiens sont restés isolés jusqu'à l'arrivée des Occidentaux. Là encore, l'archéologie a joué un rôle majeur pour déconstruire cette idée et documenter la mobilité et les échanges intenses qui avaient lieu autrefois. Un sujet d'étude très excitant depuis la fin des années 90 consiste en l'étude de provenance des matériaux lithiques par ce qu'on appelle la géochimie des roches. Dans nos îles, chaque basalte, qu'il s'agisse d'une herminette taillée, d'une pierre dressée sur un marais ou d'une pierre de four, porte une signature unique qui permet de déterminer avec précision son origine géographique. Pour ce faire, nous avons recours à diverses analyses, certaines par spectrométrie, d'autres par isotope des éléments traces. Ces travaux, conduits notamment par notre collègue Emery Kerman, un ancien doctorant de l'UPF, ont ainsi contribué à reconstituer des réseaux d'échange de ces matériaux qui s'organisaient autrefois sur de longues distances. Ainsi retrouve-t-on des objets en basalte fin, originaires de Eyao aux Marquises, dans des sites archéologiques de Tubuai, de Mangareva, de Tahiti et même des îles Cook. Le basalte de Pitcairn était lui aussi transporté jusqu'au Tuamotu. La documentation de ces échanges nous renseigne donc sur l'existence de liens très forts entre des chefferies distantes. L'archéologie et les traditions orales nous indiquent d'ailleurs que
Les matériaux et les objets en pierre n'étaient pas les seuls échangés au temps ancien. L'obsidienne de Pitcairn également, des nacres des atolls des Tuamotu, qui fournissaient sans doute les Marquisiens, ou encore les plumes rouges et jaunes des Vini, des Australes et des îles Cook, avec lesquelles on confectionnait à Tahiti les ceintures des chefs Ari'i. Ainsi, les capacités de navigation hauturière des Polynésiens n'auront pas seulement permis le peuplement de ces îles, mais aussi le maintien de connexions profondes entre ces communautés sur plusieurs siècles. J'en viendrai désormais à un second thème, lui aussi riche d'enseignements, et qui concerne la relation entre les Polynésiens et leur environnement marin et terrestre. L'influence anglo-saxonne sur cet aspect de la recherche a été très forte au cours des dernières décennies, puisant dans les cadres de réflexion écologique pour redéfinir progressivement la notion de socio-écosystème insulaire dans le temps long. Ces milieux, aux caractéristiques écologiques particulières, ont subi un ensemble de transformations, parfois de bouleversements, suite aux installations humaines. Parmi ces perturbations, on peut citer l'introduction, volontaire et involontaire, de nombreux organismes transportés à bord des pirogues, tant des animaux que des plantes alimentaires et médicinales. Ces introductions, couplées aux activités anthropiques directes sur l'environnement, comme par exemple la prédation d'oiseaux, bien la culture sur brûlis, ont entraîné une transformation progressive des niches écologiques. L'archéologie environnementale, l'archéozoologie permettent d'accéder à une compréhension plus nuancée des rapports homme-environnement sur la longue durée, en convoquant divers matériaux et des méthodes d'analyse empruntées aux sciences du vivant. En Polynésie, le CIRAP est désormais reconnu pour son approche unique sur la relation ancienne entre les Polynésiens et leur environnement marin, grâce notamment aux travaux de thèse menés par deux chercheuses, aujourd'hui postdoctorantes, Vainea Urarurua en ichthyoarchéologie, c'est-à-dire l'étude des restes de poissons, et Gabriel Traversa en archéomalacologie, c'est-à-dire l'étude des restes coquillés. Cette approche, présentée ici sur l'écran, s'appuie sur un véritable savoir-faire archéologique en termes d'identification des espèces autrefois consommées et exploitées, couplé aux travaux en biologie marine, en ichthyologie de nos collègues du CRIOB par exemple, ainsi qu'aux enquêtes ethnographiques sur les savoirs traditionnels liés à la pêche, menées dans le pays depuis plus de 40 ans. Alors il aura fallu dans un premier temps développer les outils nécessaires à l'identification des espèces consommées au temps ancien, via l'anatomie comparée, qui a été rendue populaire par Georges Cuvier au début du XIXe siècle. Il faut bien sûr disposer préalablement des éléments de comparaison modernes, raison pour laquelle nous nous efforçons de bâtir et de compléter année après année nos collections de références anatomiques, de poissons, de coquillages, reflétant la diversité des milieux autrefois exploités, depuis les îles Hautes jusqu'au lagon des atolls. Ces collections sont aujourd'hui parmi les plus riches de la région et nous espérons prochainement les rendre accessibles aux archéologues océanistes via leur numérisation en libre accès. Ces analyses de longue haleine permettent en premier lieu de dresser des listes de la diversité exploitée par les populations et de suivre cette exploitation à travers le temps. Des tendances peuvent ainsi révéler des comportements économiques, des choix alimentaires opérés par ces communautés. Ce fut le cas par exemple à Année, aux Marquises, où nous avons pu démontrer un déclin de l'exploitation d'une espèce de kython, aujourd'hui quasiment absente des îles, qui a été peu à peu remplacée par la consommation intensive de ce qu'on appelle les chapeaux chinois. Concernant les poissons, nous pouvons aussi aller plus loin, en adjoignant à ces inventaires des études des micro-environnements. Ici, la collaboration avec les écologues et les biologistes marins est indispensable pour comprendre les habitats fréquentés par les espèces qu'on a identifiées. L'application de divers traits de vie des poissons à nos assemblages permet de mieux cerner leur comportement, leur mobilité, pour ainsi définir les lieux de capture que les anciens pêcheurs marquisiens ont fréquentés, que ce soit au bord des plateformes rocheuses, ceinturant les baies, les patates coralliennes ou bien encore au proche large. Enfin, ces informations archéologiques et écologiques sont comparées aux données ethnographiques relatives aux techniques de pêche documentées depuis fort longtemps. Chaque technique, combinant des procédés techniques, des milieux, des proies, mais aussi des conditions particulières, par exemple le moment de la journée, les vents, les marées, témoigne de savoir et de savoir-faire centenaires et adaptés aux environnements marins des îles. Si certains de ces savoirs subsistent encore aujourd'hui, beaucoup tendent malheureusement à disparaître. Ainsi, les archéologues, dans leur démarche, participent aussi, aux côtés des anthropologues et des linguistes, à l'enregistrement et à la préservation de ces savoirs traditionnels. C'est donc une véritable approche ethno-archéologique, par essence pluridisciplinaire, que nous pratiquons dans notre équipe depuis les travaux pionniers d'Éric au Tuamotu.
voyez qu'ici, l'intégration de ces jeux de données ouvre des voies d'interprétation des situations passées à partir des survivances actuelles. Le troisième et dernier thème que je souhaitais aborder concerne plus généralement l'étude de l'organisation spatiale des chefferies polynésiennes et du bâti. Cette thématique n'est pas non plus nouvelle, puisque les premières investigations archéologiques étaient menées notamment par le Bishop Museum de Hawaï dès les années 1920, concernaient en premier lieu l'inventaire des vestiges de surface, qu'il s'agisse de sites domestiques, horticoles ou cérémoniels. L'enregistrement de ces structures s'est intensifié au cours du temps, alimentant sans cesse la carte archéologique du pays, aujourd'hui gérée par la Direction de la Culture et du Patrimoine. Si jusqu'à présent ces inventaires se réalisaient à pied et dans des conditions de terrain parfois difficiles, l'application des technologies LIDAR aéroportées ces dernières années a elle aussi provoqué une petite révolution en archéologie, conduisant, et vous en avez peut-être entendu parler, à la découverte de cités enfouies dans les jungles amazoniennes ou bien en triplant encore la superficie couverte par la cité d'Angkor au Cambodge. Dans le Pacifique également, ces outils renouvellent nos connaissances, comme à Tonga, où nos collègues perçoivent désormais des traces de proto-urbanisme dès le IVe siècle. En Polynésie française, l'usage du LIDAR fut un temps réservé à quelques endroits, comme l'atoll de Tetiaroa, où nous collaborons avec Benoît Stoll de l'UPF. L'arrivée l'an dernier sur le territoire polynésien d'un équipement LIDAR aéroporté offre désormais un outil de télédétection unique et de très haute résolution. Nous espérons dans les années à venir déployer cet outil en collaboration avec les services du pays pour peu à peu couvrir des zones qui restent encore méconnues ou très mal explorées. En créant des modèles de surface détaillés, le LIDAR a le potentiel de renouveler et d'améliorer notre compréhension de l'occupation humaine ancienne des territoires. À une échelle plus petite, celle des sites monumentaux dans les vallées, le LIDAR, terrestre cette fois, s'avère aussi un outil d'une grande efficacité qui transforme nos manières de faire, nos manières de cartographier, à l'instar de cet ensemble marquisien qu'étudie Anatawari Tamarii dans le cadre de sa thèse. Là où un relevé architectural classique, à la main, aurait pris des semaines, il nous aura fallu 2 jours pour générer un nuage de 1 billion de points, permettant la création d'un modèle digital du site à une précision de quelques centimètres. Un gain de temps, évidemment, une très grande précision, mais vous le voyez ici aussi, un formidable outil de préservation du patrimoine qui fait entrer véritablement ces vestiges dans l'ère du virtuel. Moins coûteuse mais tout aussi efficace, la photogrammétrie est également de plus en plus usitée. Plusieurs marais des îles sous le vent ont récemment été modélisés par un autre de nos doctorants, Théo Timper, qui en étudie l'évolution du bâti. Ici à l'écran, vous voyez un autre modèle digital d'un petit marais à Tetiaroa que nous avons fouillé. Non seulement il nous fournit un outil pour analyser la structure, mais il permet aussi à un instant T de figer son état, assurant ainsi le rôle d'une archive patrimoniale. Alors il y aurait bien d'autres thèmes évidemment à aborder, je m'arrêterai ici pour ce tour d'horizon des perspectives scientifiques. J'aimerais toutefois terminer cette présentation en revenant sur la place de l'archéologie sur le territoire, les enjeux qu'elle porte et, dans une certaine mesure, des responsabilités qui incombent aussi aux chercheurs dans un environnement tel que le nôtre. En Polynésie, vous le savez, le passé que nous essayons de reconstituer est depuis longtemps déjà revendiqué par les communautés actuelles. Comme je le disais en introduction, c'est ainsi que l'archéologie prend un sens si particulier sur le territoire. Elle ne laisse personne indifférent car elle contribue, au-delà des connaissances scientifiques que nous venons d'évoquer, à jeter un éclairage sur le patrimoine matériel, qui lui-même s'inscrit dans des enjeux culturels, politiques et identitaires bien plus larges. Ce patrimoine fait néanmoins face à des risques croissants, tant naturels qu'anthropiques, et se trouve fréquemment pris à partie dans les tensions entre acteurs du pays. Dans un tel contexte, la responsabilité des archéologues dépasse donc celle du seul scientifique. Comme l'écrivait Eric dans son bilan publié en 2000, l'archéologue n'est pas seulement un découvreur du passé, mais il est aussi un acteur culturel du présent. Et j'aimerais ici simplement souligner quelques points qu'il me semble utile de rappeler pour peut-être aussi appréhender un petit peu le travail qui nous attend dans les années à venir. Sur la question des risques naturels, tout d'abord, l'érosion littorale, elle est plus que jamais perceptible sur nos îles, sous l'effet de la lente montée des eaux, des houles parfois fortes qui pénètrent les lagons ou encore de l'intensité des aléas climatiques en période El Niño, les bords de plage tendent à reculer. Nos équipes l'ont clairement constaté en une vingtaine d'années, de Maupiti à Anaa, en passant par Tetiaroa. Certains sites archéologiques ont déjà disparu, tandis que d'autres résistent péniblement à l'attaque des vagues.
Ce sont des dizaines, voire des centaines de structures qui sont aujourd'hui en péril. Face à de telles menaces, les archéologues sont souvent démunis. La lutte contre l'érosion littorale est désormais un sujet fondamental pour les géographes et les écologues, mais quand bien même des solutions sont proposées et mises en œuvre, elles ne pourront malheureusement pas empêcher la disparition de certains vestiges. Que faire donc dans cette situation? Agir sans doute le plus vite possible pour que ces sites puissent à minima être enregistrés et documentés afin d'en préserver la mémoire. Mais la nature n'est pas la seule responsable. Un désintérêt patrimonial, allant parfois jusqu'à la destruction de sites, continue de se faire ressentir. Des travaux d'aménagement, des remblais, des prélèvements de matériaux ou encore des feux de cocoteraies impactent régulièrement et souvent en toute impunité l'intégrité de vestiges déjà usés par le temps. En l'état actuel du cadre législatif, les moyens de contrôle, voire de sanction, sont limités, pour ne pas dire inexistants. Les organes du pays ne disposent pas de suffisamment de moyens humains, financiers ou juridiques pour assurer une protection efficace sur un territoire aussi vaste et dispersé que la Polynésie française. Comment alors réconcilier les enjeux de développement et la préservation du patrimoine archéologique tout aussi important à l'épanouissement sociétal? C'était tout l'objet des premières assises de l'archéologie qui se sont tenues en janvier 2024, avec des travaux de réflexion menés par la Direction de la Culture et du Patrimoine qui devront conduire, dans un avenir proche, à de nouvelles propositions pour adapter le cadre de l'archéologie préventive au contexte de notre territoire. Il faut pour cela un soutien politique, mais aussi pouvoir se doter de moyens à hauteur de ses ambitions. Pour répondre à ces besoins, qui demain, on l'espère, verront le jour, il faut anticiper, il faut s'y préparer et former les futurs acteurs de la discipline. Le chemin est long, mais l'enjeu est crucial si l'on souhaite réellement placer la culture au centre d'un projet de société. L'UPF peut sans doute accompagner les institutions du pays dans cette démarche et aider à mettre en place de tels enseignements. C'est aussi, aux côtés d'autres propositions scientifiques, l'un des aspects d'une convention de partenariat en cours de préparation entre le CIRAP et la Direction de la Culture et du Patrimoine. Et je salue au passage sa directrice, Madame Joanie Cadusto, ainsi que notre ministre de la Culture, Monsieur Roni Terlipaya, pour leur soutien à ce projet de rapprochement. Mais ce qui importe également, en dehors des bancs de l'université, c'est de valoriser ensemble ce patrimoine. Il est important pour les archéologues de rendre aussi aux communautés ce qu'elles nous ont offert en nous accueillant ces années. C'est le but, par exemple, du projet collaboratif que nous avons partagé avec la communauté de Waouna aux Marquises, où nous sommes engagés depuis 30 ans. Nous avons participé activement à l'élaboration d'un nouveau musée local et à l'exposition permanente qui est présentée, où se mêlent résultats scientifiques, objets anciens et modernes, le tout dans un format trilingue dans lequel la langue Enata est mise en valeur. Et on ne peut que se réjouir évidemment de la multiplication de ces initiatives à travers les archipels qui sont portés par des acteurs culturels et politiques locaux. Et puis enfin, il faut continuer de transmettre, je dirais de transmettre envers et contre tout, de transmettre aussi comme un moyen de lutter contre l'obscurantisme et la méfiance envers la science qui, un peu trop souvent, de nos jours, rejaillit au détour d'une simple conversation. Transmettre aux plus jeunes, aux nouvelles générations, leur faire découvrir un métier, les faire se questionner et contribuer à développer leur réflexion et leur analyse critique sur leur propre histoire. J'ai cherché à vous montrer aujourd'hui que la science archéologique est un travail collectif, mais au fond, c'est bel et bien la poursuite de la connaissance et la défense du patrimoine qui nous rassemble le plus. Je terminerai donc en remerciant ici toutes celles et tous ceux qui ont et qui continuent de contribuer à cet effort, tous nos collègues, les doctorants, les étudiants, les institutions, les associations et bien entendu les communautés, chaque individu qui nous accompagne et qui nous soutiennent dans nos projets. Maruru Maite. Merci, professeur, pour cette leçon inaugurale. Avant de clôturer la cérémonie, nous avons la joie d'accueillir nos majors de promotion 2025 et les félicitons pour leur parcours. Nous félicitons chaleureusement nos majors et on va les inviter par département à venir récupérer leur prix. Et donc nous allons commencer par le département droit, économie, gestion. Donc nous invitons les majors des licences, des PUT et des masters du département droit, économie, gestion à descendre et puis ensuite nous allons les appeler par leur nom et ils recevront leur nacre, leur livre et nos hommages.
Eh bien, nous commençons par le BUT Gestion administrative et commerciale des organisations avec Vaya Declume. Félicitations. BUT technique de commercialisation, Inenao Changsu. Félicitations. Licence droit général, Orero Matteo. Licence droit sciences politiques, Claire Collard. Licence économie et gestion, alors, exceptionnellement 2 majors, donc double applaudissement s'il vous plaît pour Aoura Eymanou et Moyano Granger. Master droit privé, droit des affaires, Capucine Castet, voilà, que l'on applaudit chaleureusement, même si elle est excusée. Master droit public, droit des collectivités territoriales, Haïti Eranaba Temoana Tenori. Félicitations. Master Management et Commerce International, Tizia Parnac. Master Comptabilité Contrôle Audit, Poinui Arita. Donc félicitations à tous les lauréats du département droit, économie, gestion et particulièrement aux majors. J'invite maintenant les majors du département lettres, langues et sciences humaines à rejoindre leurs camarades. Licence d'histoire, Ereiti Besson. Licence géographie et aménagement, Misaki Lyon. Licence lettres et arts, Eiti Marty. Licence langues étrangères appliquées anglais-espagnol, Maïlis Mag. Licence langues étrangères appliquées anglais-mandarin, Rayani Lou.
Licence langue, littérature et civilisations étrangères régionales, anglais, malais, théâtre. Félicitations. Vous pouvez être fiers. Licence langue, littérature et civilisations étrangères régionales, langue polynésienne, ITA Terayamano. Félicitations. Licence langue, littérature et civilisations étrangères régionales, parcours préparatoire au professorat des écoles, Ryan Yo. Master langue, culture et société en Océanie, Christine Briand. Et nous invitons maintenant les lauréats du département Sciences, Technologies et Santé à rejoindre leurs camarades. Licence mathématiques Victoria Artus. Félicitations. Licence informatique Pauline Legrand. Félicitations. Félicitations aux représentants. Licence physique-chimie Léa Moïno-Durand. Licence sciences de la vie, biodiversité, écologie, Ludivine Bovins. Mais je ne sais pas si elle est là, mais on l'applaudit très fort en tout cas. Et licence sciences de la vie, biologie, biochimie, physiologie, Manari Lee. Et même si la personne n'est pas là, on l'applaudit très fort, ou son représentant. Félicitations. Donc félicitations à tous les lauréats du PF. Et bonne continuation pour la suite. Voilà. On va prendre une photo de groupe. Donc restez, voilà. On va immortaliser votre réussite.